je vous présente en quelques mots Éric Pommier, qui est professeur donc à l'université de Tours, qui a longtemps été professeur, ça m'impressionne beaucoup, qui a été longtemps professeur à Santiago du Chili, une dizaine d'années au moins, Oui. à peu près, hein, Oui. donc quand même, et qui est revenu il y a 2 ans maintenant en France. Un an. Un an. Oui. Un an, d'accord. Et alors, c'est ce qui nous a permis de co-organiser cette journée. Alors, Éric Pommier a de nombreuses publications. Je ne vais pas toutes les citer, bien sûr. Peut-être que je cite la dernière avant tout, L'humanisme après Heidegger, Lévinas, Jonas, Arendt, Patochka. Et puis, je peux peut-être aussi citer La condition sensible, Cher événement Eros, chez Hermann. Et puis, je dirais que, et je vous recommande beaucoup, si la figure de Hans Jonas vous intéresse, alors là, tu as écrit plusieurs textes et plusieurs petits livres sur Hans Jonas. Et je vous recommande les textes d'Éric Pommier sur Hans Jonas. C'est une magnifique introduction, parce que c'est quand même un auteur qu'on ne connaît pas tous. Hein. Voilà. Je suis donc heureux de te laisser la parole. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Plaisir partagé. Merci beaucoup, en généreux amphitryon, que tu viennes m'avoir proposé de co-organiser cette journée. J'étais enchanté que tu me la proposes à propos du dernier livre de Claude Romano. Donc, vraiment plaisir partagé dans cette collaboration. Lorsqu'une pensée nouvelle se présente à nous, on ne saurait user de trop de précautions pour y entrer à pas de colombe. Lorsqu'on a la chance que ce soit celle d'un philosophe vivant, dont on est le contemporain, l'exaltation grandit, car on ne cesse alors de se découvrir au contact de cette pensée qui se déploie de manière concomitante sans qu'on puisse anticiper le chemin qu'elle empruntera. La contrepartie d'une telle aventure tient à ce que le commentateur a naturellement moins de recul que les lecteurs des générations postérieures pour mener à bien sa tâche interprétative. Au lieu d'ajuster son regard à la pensée qui se formule, et sa marche à son rythme, il court le risque d'y entrer non pas à pas de colombe, mais en marchant avec ses gros sabots. Or, si, contemporain lecteur de Claude Romano, je dois faire état d'une surprise, c'est la suivante. Je pouvais me demander ce qui allait faire suite à la réalisation du projet d'une herméneutique événementielle, ayant permis de dévoiler une nouvelle catégorie de phénomènes, mais je ne pouvais absolument pas imaginer qu'on trouverait cette suite dans une phénoménologie de la perception, nous invitant à revenir à un monde réel et quotidien, pas forcément pourvu d'événementialité. Comme, me semble-t-il, c'est le cas dans le dernier ouvrage de Claude Romano que nous présentons aujourd'hui. Or, sans vouloir manquer d'égard aux aspects les plus nouveaux de sa pensée, je souhaiterais effectuer un retour en arrière en direction de l'herméneutique événementielle, non pas pour elle-même, bien sûr, mais afin d'interroger les derniers résultats de l'œuvre de Claude Romano et faire état de ce qui m'apparaît sous un jour relativement énigmatique. Le projet de Claude Romano, tel qu'il s'expose dans l'œuvre inaugurale L'événement et le monde, consiste incontestablement dans le désir de porter au concept l'événement compris comme phénomène, afin donc d'en faire une phénoménologie. Mais il ne semble pas s'agir là d'un effort philosophique s'appliquant simplement à une région de l'être, qui serait celle des événements par opposition à celle des choses, comme si cela se trouvait à côté de ceci. C'est pourtant ce qu'on pourrait penser, puisque les premières lignes de l'introduction indiquent que, je cite Claude Romano, le monde dans lequel nous naissons et qui forme l'horizon de toutes nos conduites humaines n'est pas seulement un monde de choses, mais un monde d'événements. Néanmoins, il semble bien que ce projet de description ne soit pas régional, mais bien plutôt fondamental, puisque ménager un accès à l'événement et en justifier le statut de phénomène, c'est en réalité, je cite à nouveau, saisir comment le monde à chaque instant se configure ou s'advient, se modifie, événement de son propre avènement, il y a de tout ce qui a lieu. Comme on le voit à l'occasion d'une recherche sur l'événement, il s'agit, me semble-t-il en vérité, de s'interroger sur l'origine du monde, son ouverture première ou encore sa dynamique. Il s'agit de poser la question de son inauguration, de son avènement. Il y a alors lieu de se demander, toujours avec le Romano que je cite encore, si penser l'événement avant toute chose, ce n'est pas un défi impossible à relever. Il semble bien en effet pour l'auteur qu'il soit non seulement question de décrire l'événement avant toute chose, mais également en tant qu'il puisse donner lieu à la chose, de manière donc à rendre possible l'appréhension de son sens, ce qui impose de revenir en deçà de l'apparition de la chose à sa donation première. Ainsi, l'événement ne serait pas qu'un thème périphérique pour la phénoménologie, il se présenterait comme le mode d'accès privilégié à une description authentique
du monde. Il en serait le chiffre, l'énigme enfin dévoilée. Or, pour prendre au sérieux l'événement, il convient de ne pas d'emblée lui assigner une base ontique, comme s'il n'était qu'une propriété de la chose, armement de son devenir intrinsèque. L'événement possède au contraire sa propre dynamique. Le surgissement de l'éclair n'est pas une modification interne à un étang, mais l'acte même de luire. Ce constat ne vaut d'ailleurs pas seulement pour ceux des événements qui ne surviennent pas à l'intérieur d'un sujet, mais également pour ceux qu'on peut rattacher à un sujet. Je suis toujours les exemples de Claude Romano, tel le train qui entre en gare. Si cette entrée peut en effet être référée au train, il n'en reste pas moins qu'elle peut tout aussi bien être référée à la gare ou bien aux voyageurs ou aux passants. En d'autres termes, elle renvoie à un contexte, au lieu même de cet événement. Cette description demeure néanmoins partielle aussi longtemps qu'elle ne met pas en jeu un témoin pour qui il peut y avoir événement. Que vaudrait en effet une phénoménologie décrivant des phénomènes qui ne seraient pas pour quelqu'un et qui par conséquent pourraient revêtir une signification personnelle. Claude Romano n'est pas Jan Patočka de ce point de vue-là, avec l'idée d'un appareil transfert qui pourrait ne pas être un appareil à quelqu'un. Mais en quel sens sont-ils personnels ces phénomènes et à quelle conception du monde renvoient-ils? Il est incontestable que l'éclair doive apparaître à quelqu'un pour pouvoir apparaître. Cela ne lui retire cependant en rien sa qualité d'événement. En effet, il se produit à partir de lui-même, paraît tel qu'en lui-même. S'il se donne à quelqu'un, il n'est pour autant pas constitué par ce quelqu'un, par lui. Il advient bien à quelqu'un qui, celui-ci en est alors le témoin plutôt que le constituant. Pour autant, un tel événement n'affecte pas en profondeur ce témoin. Il n'est pas mis en jeu quant à ses possibles et à leur sens. Il n'est pas impliqué dans ce qui lui arrive, de sorte qu'il y demeure relativement indifférent et que cet événement n'a en fait rien de personnel. Le caractère impersonnel de l'événement signifie aussi que le monde qu'il suppose n'est qu'un contexte impersonnel. Pour qu'il y ait événement, il faut d'ailleurs ce contexte, c'est-à-dire un monde structuré à partir de possibles préexistants, pouvant être actualisés, régi par le principe de causalité efficiente, régi par le principe de finalité. Les fins supposent un réseau de possibilités, en quoi consiste la structure du monde, et elles s'articulent avec celle des possibilités physiques, obéissant au principe de causalité efficiente. J'ai par exemple le projet de fuir une maison, parce qu'elle est objectivement en feu, ce qui entraîne un ensemble de conséquences d'ordre mécanique que je peux anticiper. Ainsi, le sens d'un événement suppose bien un monde déjà là, au sein duquel je suis inscrit, un universum de possibles, à partir duquel l'événement pourra m'apparaître. Comme le résume Romano, le monde est ce à la lumière de quoi les événements entrent en rapport et s'articulent significativement sous un même horizon, selon la double polarité du parce que et du pour. La mondanité du monde, c'est sa signifiance. Fin de la citation. Pourtant, cette analyse de l'événement n'est encore qu'une propédeutique à une autre catégorie d'événements, l'événement qui n'est plus événementiel, prenant sens au sein d'un monde prédonné, mais l'événement en un sens événementiel qui donne lieu au monde et donc l'inaugure. Un tel événement possède une puissance de reconfiguration telle qu'il modifie le sens de son propre contexte au lieu de recevoir son sens de lui. Il ne s'explique plus à partir de possibles préalables, mais les resignifie. Il inaugure un monde plutôt qu'il ne prend place en lui. En ce sens, il ne s'inscrit plus dans sa trame causale, efficiente ou finale, mais il est anarchique. En vertu de la charge de possible dont il est lourd et qui ouvre l'avenir d'une interprétation en droit infini, il excède tout fait du monde. Mais c'est aussi lui qui, cet événement, en reconfigurant les possibles, reconfigure ceux de la subjectivité et rend possible son histoire. C'est bien pour cela qu'il est éminemment personnel, et ici apparaît donc le caractère personnalisant de l'événement, et Romano n'est d'ailleurs pas sans privilégier des exemples d'événements de caractère intersubjectif comme la rencontre ou le deuil. Dire que l'événement rend possible une histoire personnelle, c'est également reconnaître qu'il temporalise le temps, l'ouvre plutôt qu'il ne s'inscrit en lui. C'est donner la priorité à l'avenir sur les autres extases temporelles. L'événement rompt en effet le cours ordinaire du monde, y introduit une faille, crée donc de la surprise et me rend soudainement étranger à lui, au monde. De sorte que c'est seulement depuis l'avenir que je pourrais l'interpréter à nouveau frais en recevant de cet horizon de nouvelles catégories de propres à le rendre intelligible. Ce n'est donc plus un avenir qui s'ouvre depuis le présent des projets d'un Dasein, mais bien un avenir qui vient sur moi de là-bas. Je redécouvre le monde, me découvre moi-même sous l'effet de la rencontre avec cette altérité qu'est l'événement.
C'est fort de cette lecture que Romano peut donc rassembler sa détermination conceptuelle de l'événement en son sens événementiel sous 4 traits: l'implication de la subjectivité dans la réception de l'événement, le caractère cosmogénétique de l'événement, son anarchie et l'impossibilité de le soumettre au registre de la chronologie ontique. Cette détermination est alors le point de départ d'une véritable exploration phénoménologique de l'événement, dans la mesure où son mode d'accréditation phénoménologique suppose une description du monde et de la subjectivité, et c'est ce que je suis à présent obligé d'évoquer, une sorte de flashback, de retour en arrière, mais avec l'espoir de rejoindre le livre paru récemment. Si la subjectivité que Romano appelle l'advenant relève d'une herméneutique événementielle et non d'une psychologie ou d'une anthropologie, c'est très essentiellement parce que l'événement qui la touche et qui enclenche la possibilité de son histoire n'est pas un fait intramondain dont une science pourrait dévoiler l'intelligibilité en répondant au pourquoi de son occurrence. Il est sans pourquoi, il est gratuit. Son intelligibilité relève d'une compréhension événementielle grâce à laquelle on peut dévoiler le sens de l'aventure dans laquelle l'événement jette la subjectivité. Elle n'est donc plus à comprendre en relation à un contexte donné au sein duquel elle peut se projeter, car ce contexte fait désormais défaut. On doit dès lors plutôt partir du phénomène de l'incompréhension, solidaire du surgissement d'un événement, on est perdu, on ne sait pas de quoi il est question, afin de prendre la mesure des possibles que l'événement a fait surgir et qui peuvent permettre à l'advenant de se comprendre lui-même. Cette compréhension est, avec le sentiment, cette compréhension est jointe au sentiment, le lien de la subjectivité avec le monde en tant que cette relation, d'une certaine manière, surgit avec l'événement. Alors, l'exploration de ce lien est l'enjeu de la section 12 de l'événement et le monde, au sein de laquelle Romano met au point une conception véritablement événementielle du monde. Celui-ci constitue bien, en effet, un a priori de l'aventure humaine et doit être distingué du monde entendu comme simple contexte conçu comme multiplicité de faits concomitants, connus ou inconnus, auxquels le fait à expliquer renvoie comme à ses circonstances. Le monde événementiel échappe en effet à l'étiologie explicative tout simplement parce que l'événement qui lui donne lieu modifie totalement le contexte de signification. En touchant un possible en particulier, c'est la totalité des possibles qui se modifie en vertu de l'unité structurelle du monde. C'est tout aussi bien l'advenant qui est atteint dans l'intimité de ses projets, soit qu'il s'écroule, soit qu'il s'ouvre à nouveau. L'événement fait ainsi venir au jour le caractère totalitaire du monde, son antériorité sur les parties, la cohésion de ses possibles, l'unité omni-englobante de sens qu'il est, ou, me semble-t-il, son holisme, comme dira plus tard Claude Romano. Il y a donc une solidarité de l'événement et du monde, le premier ne se donnant à voir, l'événement ne se donnant à voir qu'à travers celui-ci, qu'à travers le monde. Comme l'écrit très précisément Claude Romano, l'événement n'est, entre guillemets, l'événement n'est justement rien d'autre que la métamorphose du monde et son sens. Fin de la citation. On comprend mieux que l'auteur ait pu écrire dans son avant-propos que l'événement est pure mobilité, sans rien qui se meuve, mouvance anonyme en et pour elle-même. Mouvance anonyme en et pour elle-même. Si donc l'événement n'est rien d'autre que cette vie du monde, sa dynamique, inversement, il faut reconnaître que le monde ne consiste qu'en cet avènement de lui-même, cette possibilisation des possibles. L'événement ne révèle dans le monde, ne révèle donc le monde que parce que le monde est très fondamentalement cette montrance de l'événement, en vertu des deux sens du génitif, c'est-à-dire cette venue au paraître du monde par la grâce de l'événement, et cet apparaître de l'événement sous la forme d'une modulation du monde par laquelle s'en dévoile l'ouverture. Le monde n'est donc en aucun cas une structure objective, pas davantage une création du sujet. La subjectivité, en effet, advient à partir du monde événementiel, et l'objectivation de ce dernier n'est que le résultat de la démondanisation provoquée par une réduction scientifique. Ainsi, Romano fait subir, me semble-t-il, ici au monde, une opération de désubjectivation radicale, qu'on va retrouver dans la deuxième philosophie de Claude Romano, de ce qui me semble être une deuxième philosophie. C'est précisément cette désubjectivation qui est la condition d'une compréhension radicale, c'est-à-dire événementielle, du procès de subjectivation de l'advenant, puisque son aventure, plutôt que son existence, procède de l'événement plutôt que ce dernier ne procède de lui et de son ouverture au monde. Romano insiste sur trois traits qui permettent de décrire la structure de l'advenant. En premier lieu,
il se caractérise, concept important, par la passibilité. Elle lui permet paradoxalement, cette passibilité, de s'ouvrir à l'événement, plutôt de s'y exposer. La subjectivité n'est pour autant pas encore singulière, car ce premier rapport à l'événement est impersonnel ou prépersonnel. Il n'est pas encore ce qui concerne la subjectivité ou ce qui l'implique de manière individuelle. C'est donc seulement dans un second moment que l'ipséité peut se reconnaître comme destinataire de l'événement. Son implication est, dans un troisième moment, au principe d'une compréhension singulière de soi grâce aux éventualités qui surgissent de l'événement. L'ipséité est donc fondamentalement caractérisée par sa responsabilité, qui n'est pas à entendre au sens juridique, puisqu'elle ne saurait être la cause du surgissement de l'événement et n'est donc pas comptable des conséquences de l'événement, mais au sens événementiel, en ce qui lui revient de s'approprier l'événement, de le faire sien. Plus exactement, il s'agit de s'individuer à l'occasion d'un événement qui nous donne de nous donner à nous-mêmes en ouvrant de nouvelles possibilités d'existence et de compréhension. Il s'agit donc d'assumer sa passibilité, son exposition aux événements, l'advenant ne devenant lui-même qu'à la faveur des réponses qu'il leur donne. La modalité privilégiée selon laquelle l'ipséité se relie à elle-même, à l'occasion de ce qui lui arrive du fait d'un événement, est le sentiment. Il est la manière dont l'événement nous affecte en tant que nous nous vivons comme responsables de nous-mêmes, à son contact. C'est ce que montrent, à contrario, les phénomènes d'apathie émotionnelle, comme le désespoir ou bien encore les traumas. Au lieu d'attester de la capacité de l'advenant à s'impliquer dans ce qui lui arrive, comme ce peut être le cas de la joie, de la tristesse, le désespoir et l'effroi montrent une déroute de la subjectivité, une incapacité à assumer l'événement, à s'y impliquer et même à s'y exposer. Soudainement, l'advenant ne peut plus être soi-même ou y prétendre, il ne peut plus avoir d'histoire personnelle. Sa capacité d'appropriation est endommagée, et au lieu de s'adonner à un procès de subjectivation, rendu possible par sa passibilité à l'événement impersonnel, il entre au contraire dans un procès de désubjectivation. Par la vertu de l'herméneutique événementielle, qui est aussi une phénoménologie de l'événement, Claude Romano se donne donc les moyens de faire venir au concept le phénomène d'événement, au principe de la mondanisation du monde, interprété en un sens événementiel, et la subjectivité comprise comme capable d'événement. Nul doute que cette démarche représente une avancée au regard de l'analytique existentielle de Heidegger, qui est l'interlocuteur privilégié de Romano. Elle lui permet en effet de redonner ses droits à la pluralité de ce qui nous arrive, à la variété des événements à l'aune desquels notre aventure existentielle se reconfigure, sans les réduire, sans les occulter, sous la figure unique de l'événement d'être. Il me semble que l'on pourrait formuler une double interrogation à l'égard de cette phénoménologie de l'événement. En premier lieu, l'événement ne semble pas devoir appartenir au monde, puisqu'il en est le principe et que rien ne le laisse deviner en son sein, sauf à perdre cela qui le caractérise comme événement, à savoir sa transpossibilité, pour reprendre une expression de Malviner, à laquelle je crois Claude fait référence lui-même dans certains de ses textes. Cette volonté d'exorciser l'événement de tout caractère mondain n'empêche pas, et bien au contraire, semble imposer de lui attribuer une fonction cosmogénétique. De l'événement sourd un monde jaillissent des possibles. C'est parce qu'en un sens, il n'est rien de mondain qu'il peut donner lieu à un monde. On peut pourtant se demander si l'exigence de se confronter à une altérité aussi radicale que celle de l'événement, afin de découvrir un principe puissant de mondanisation, ne se paie pas d'un prix possiblement assez lourd. Qu'il faille trouver un principe d'altération susceptible de rendre compte de la mondanisation du monde, du renouvellement de son sens global, doit-il en effet conduire à une représentation possiblement acosmique de ce principe, au risque de rendre incompréhensible l'origine de la charge événementielle qu'il est et qui rend possible le monde? Faut-il déscosmologiser l'événement au point de rendre moins intelligible le rapport qui peut l'unir au monde? Et ne vaudrait-il pas mieux décrire la dynamique de mondanisation de l'événement sans rompre ses amarres avec le monde? Cette possible difficulté trouve en second lieu son pendant au plan de la représentation de la subjectivité. Pour s'ouvrir à travers l'événement, la subjectivité doit s'en remettre complètement à lui. Elle ne doit plus, me semble-t-il, et je force peut-être l'interprétation du texte de Claude Romano en disant cela, mais il me semble qu'elle ne doit plus être projet ou transcendance, précisément pour pouvoir l'être, ou plus exactement, afin que lui adviennent ses possibilités d'existence. Elle ne doit plus être rien de possible dans le monde pour qu'adviennent ses possibilités d'existence.
Mais ici encore, comment peut-on rendre compte du surgissement d'une ouverture mondaine nouvelle au sein de la subjectivité si rien en elle ne l'y autorise? L'exigence de l'advenu de l'imprévisible nouveauté que je suis doit-elle conduire à une conception, semble-t-il, radicale de la passivité au point de compromettre mon lien au monde et mon ouverture à lui? En d'autres termes, si l'événement est véritablement doté d'une charge événementielle qui lui permet d'inaugurer un monde nouveau, comment rendre compte de cette teneur de sens si elle ne procède d'aucune façon du monde? Ne court-on pas le risque d'irréaliser l'événement au motif de vouloir redonner au monde sa dynamique au point d'en trouver le principe en dehors de lui? L'événement qui est transition de monde, entre deux d'un monde qui meurt et d'un monde qui naît, ne doit-il pas être, de quelque façon, du monde? Quant à la subjectivité, ne faut-il pas continuer de la considérer d'une manière qui reste à thématiser comme appartenant au monde en tant qu'advenante, afin de pouvoir en comprendre précisément l'avènement? Ne faut-il pas renoncer à la considérer comme entièrement passible, afin de pouvoir la réintégrer au monde et ainsi justifier sa disponibilité à la transformation en lui reconnaissant donc une forme d'activité? Mais toute la question est bien de savoir s'il existe véritablement de tels risques au sein de la phénoménologie de Romano. Il est temps, en effet, de rappeler que son herméneutique événementielle accorde une place centrale et même inaugurale au phénomène de la naissance. Or, c'est bien elle qui permet, me semble-t-il, de rendre compte en dernière instance du rapport de l'événement au monde et de celui existant entre la subjectivité et le monde. Il n'y a en effet d'événement cosmogénétique pour un advenant que parce qu'il est né. La naissance est, dit Romano, l'événement originaire, lur erainis, qui ouvre une première fois le monde et permet à l'advenant de vivre des événements. La possibilisation des possibles, l'avènement des mondes, suppose donc la naissance avant toute chose. C'est par elle qu'il y aura un événement forgeur de monde pour un advenant. Elle signifie en effet que l'advenant, qui est originairement soi en tant que né, ne l'est pourtant pas encore originellement, puisque seule l'aventure lui donnera une histoire lui permettant d'être lui-même, ce qui n'est possible que sous la condition d'être né. C'est-à-dire d'être en retard sur soi depuis l'origine. En retard sur soi et donc susceptible de vivre des événements, l'advenant l'est par naissance en tant qu'elle ne dépend pas de lui, qu'il ne la vit même pas comme un fait, car elle est toujours immémoriale. Il n'est donc pas l'origine de sa propre aventure et ne pourra jamais combler ce hiatus. Et ces remarques sont importantes en ce qu'elles permettent de comprendre les liens entre l'événement et le monde, l'appartenance et l'avènement de la subjectivité. Lien entre l'événement et le monde, il y a par droit de naissance, puisqu'elle est ce qui le met au monde et qu'en vertu du hiatus déjà évoqué, elle le jette dans l'avènement des possibles ou des éventualités dont il n'est pas l'origine et vis-à-vis desquelles il peut se reconfigurer. Mais c'est aussi dire que son avènement est inséparable d'une appartenance au monde, et ceci en un sens bien plus rigoureux que celui qu'Heidegger donne à cette notion d'appartenance, si on la reconstruit à partir de la conceptualité propre à Heidegger. Le Dasein est certes jeté au monde, mais toujours aussi en tant qu'il se projette vers lui. Heidegger place donc l'appartenance de fait, la Tatsächlichkeit du Dasein, dans une position subalterne, je continue de suivre les analyses de Claude Romano, dans une position subalterne à la facticité en tant que moment de mon être au monde. Ce faisant, il ne se donne pas les moyens de penser l'origine de cette ouverture et désolidarise l'essence du Dasein de la question de son existence de fait. C'est la raison pour laquelle Romano constate sobrement, dans une note de bas de page, la question de l'être au monde reste une question entièrement formelle, coupée de la question de savoir comment un tel monde peut advenir en fait au Dasein. Fin de la citation. La phénoménologie de la naissance permet au contraire de comprendre, nous l'avons vu, l'advenu au monde de la subjectivité et sa capacité à vivre des événements. On pourra certes se demander si une telle phénoménologie est recevable dès lors que, comme nous le disions, nous ne faisons pas l'expérience de la naissance comme d'un fait. Et pourtant, c'est un fait que nous sommes nés et qu'en ce sens, nous sommes livrés à l'aventure et ouverts à l'immémorial. C'est donc une expérience paradoxale qui nous ouvre à la limite de l'expérience tout en la rendant possible comme aventure. De ce point de vue, il faudrait reconnaître que cette phénoménologie de la naissance est celle-là même qui lui permet d'échapper aux possibles reproches de démondanisation de l'événement et d'incommunicabilité entre la dimension événementielle du sujet et son appartenance mondaine. Et j'en viens à ce qui, à titre personnel, m'apparaît comme l'essentiel de mon propos.
il est cependant difficile de ne pas souligner l'énigme d'une phénoménologie qui ne semble pas donner, à ce moment-là de son développement, de place centrale au corps. Certes, on ne saurait reprocher à telle ou telle philosophie, sans encourir le reproche d'arbitraire, l'absence de conceptualisation de telle ou telle notion. Une philosophie est en effet pleinement responsable de l'élaboration de son propre réseau conceptuel, en rapport avec la formulation du problème qui est le sien, mais il n'est pourtant pas, me semble-t-il, illégitime de relever l'absence du corps dans ce moment-là de la philosophie de Claude Romano, dès lors que plusieurs des phénomènes thématisés par l'herméneutique événementielle semblent en exiger la conceptualisation. Alors, par exemple, que le sentiment est décrit dans sa structure événementielle comme attestation de la manière dont l'advenant se sent au sein du monde qui lui échoit, le corps, qui est pourtant une condition du sentir, n'est quasiment pas évoqué. Eh bien, ça m'a échappé, parce que l'œuvre est abondante. Ce trouble peut s'accroître si l'on remarque que dans un texte ultérieur, consacré à la phénoménologie des émotions, que dans ce contexte, Romano ne distinguera pas du sentiment, le corps occupe au contraire une place centrale dans un article. Mais plus fondamentalement, nous avons vu comment le grand mérite de l'approche proposée par Romano consistait à remonter en deçà du découpage abstrait opéré par Heidegger entre la facticité du Dasein, moment de son être au monde, et sa factualité, son existence de fait. La phénoménologie de la naissance permet de décrire l'avènement de la subjectivité dans sa présence concrète au monde et en tant qu'elle rend intelligible l'aventure de l'advenant, sa capacité à être affectée par des événements. Or, comment cette description de la naissance et donc de l'appartenance concrète au monde, en tant que la subjectivité lui advient, peut-elle être menée à bien sans qu'une place soit donnée au phénomène de la corporéité? Ne court-on pas ainsi le risque d'en rester à un plan d'abstraction analogue à celui d'Heidegger lorsqu'il pense l'appartenance du sujet au monde sans évoquer la naissance? On pourra certes considérer que le corps est au fond implicitement présent dans cette description, comme le corps peut l'être chez Heidegger, du propre avis de Romano dans un texte ultérieur. Mais puisque c'est l'abstraction de la facticité heideggerienne qu'il critique, cette critique n'emporte-t-elle pas également avec elle sa conception implicite du corps qu'il resterait donc à élaborer? Si l'on est d'accord pour reconnaître l'existence de cette énigme ou de cette latence au sein de la phénoménologie événementielle de Romano, on ne pourra être que d'autant plus troublé par la présence, au contraire, assez centrale du corps dans ce qu'il faudrait peut-être appeler la seconde philosophie de Claude Romano. Le corps, qui était plutôt absent de l'herméneutique événementielle, est désormais considéré comme question centrale pour la phénoménologie. Citons Romano dans Après la chair, qu'évoquait Philippe ce matin, « Il n'y a pas de question plus urgente pour la phénoménologie que la question du corps propre. » Fin de la citation. L'urgence ne signifie certes pas la centralité, mais il n'en reste pas moins que cette question est soulevée dans plusieurs textes de Romano. Cette urgence est en réalité motivée par le silence de la philosophie sur ce thème. On pourrait s'étonner de cette remarque, puisque, comme on l'a assez abondamment rappelé à présent, puisque la phénoménologie, particulièrement française, a pleinement assumé l'héritage husserlien de la distinction entre Leib et Körper. Mais c'est précisément la fécondité réelle de cette distinction que Romano met en question dans l'appartenance au monde. Alors, je ne restitue pas ici les subtiles critiques que Claude Romano porte contre ce concept. Je note simplement que la distinction reçue de Husserl entre Leib et Körper conduit à une idéalisation du corps vécu, en particulier parce qu'elle conduit à surestimer l'importance du phénomène, par ailleurs relativement critiquable, de la double sensation. Dès lors, il n'y a aucun progrès à décrire l'incarnation du sujet à partir de la thématisation de son corps propre si, au fond, cette incarnation signifie l'idéalisation de la chair. Celle-ci se révèle acosmique et n'est pas un bon moyen pour penser l'appartenance du sujet au monde, au sens où il en fait très concrètement et très matériellement partie. C'est aussi évoqué ce matin par Hitchman. Mais la phénoménologie du corps de Romano ne comportera pas qu'un versant critique vis-à-vis du concept de chair. Il s'agira également pour lui de développer, dans le livre récemment paru, une véritable phénoménologie de l'appartenance qui semble ainsi devenir le concept central de sa phénoménologie, en tant qu'elle met en jeu un corps qui ne veut plus être celui de l'idéalisme phénoménologique. Nous aurions alors ainsi la clé de ce qui pouvait être vu comme une énigme. L'absence relative du corps dans l'événement et le monde proviendrait en dernier ressort de l'insatisfaction ressentie, mais non encore thématisée, par Romano à l'égard des outils que la phénoménologie traditionnelle fournit pour le décrire. Et lui seul a la réponse à cette question. C'est un phénomène qui reste tout entier à décrire au fil directeur d'une pensée de l'appartenance en tant qu'elle peut être abordée
à partir de la question de la perception, point rappelé par Bruce Begout ce matin. On doit même ajouter que la description du corps, conquise au fil directeur de la question de la perception, et plus largement de notre expérience d'être au monde, en tant qu'il garantit notre appartenance au monde, doit être menée à bien en partage avec une approche réaliste de la phénoménologie. Ainsi, la phénoménologie de la perception ouvrirait à la question du réalisme en un sens phénoménologique. En effet, la perception est la présentation, un thème profondément husserlien, la perception est la présentation d'une chose existante à l'égard de laquelle nous n'avons aucun doute. Alors ça, c'est moi Husserlien. Cette assurance procède de ce que la perception de la chose n'est pas une représentation subjective, mais la manifestation de cette chose qui est, comme chose réelle, irréductible à sa seule manifestation. Romano écrit en effet, dans un texte tiré des repères éblouissants, « Percevoir, c'est prendre part à la manifestation de quelque chose qui, dans cette manifestation même, transcende cette manifestation, c'est-à-dire existe indépendamment d'elle. » Tout le débat auquel on a assisté ce matin entre Bruce Begout et sur l'idéalisme rémanent de Claude Romano ou non. S'atteste dans le perçu une dimension de lui-même qui échappe à la manifestation, ce qui garantit la réalité de l'objet perçu. Cela de l'objet qui échappe à la manifestation et en garantit donc la réalité, tout en se donnant comme échappement au sein de la manifestation, c'est en dernier ressort, thème moins évoqué, me semble-t-il aujourd'hui, le monde. Thème qui, à mon avis, te rapproche considérablement de Jan Patočka en réalité. C'est en dernier ressort le monde, et donc l'ensemble des légalités a priori matérielles qui assurent la cohésion structurelle de la totalité qui se donne. Cela ne signifie pas que le monde se donne thématiquement, bien plutôt il se donne implicitement à l'occasion de chaque nouvelle perception. Ce réalisme n'implique pas l'affirmation d'une chose en soi, puisqu'il maintient la corrélation entre le sujet de l'expérience et le monde en tant qu'il se donne à nous. Simplement, il permet d'affirmer, sans aucun doute, la certitude de l'existence du monde sans que celle-ci ne soit tributaire de l'existence absolue d'une conscience, absoluté de la conscience dont Husserl ne se délivre pas tout à fait. Dès lors que le monde perçu n'est pas de nature mentale et ne relève pas d'une production cognitive, il faut le référer à un corps vivant. Ce corps, siège des capacités aussi bien corporelles qu'intellectuelles, est l'une des dimensions de la polarité corps-monde et se situe au plan du monde apparaissant. Ce corps vivant n'est rien d'autre que moi-même, en tant que j'appartiens à l'être, et c'est ce qu'atteste cette double sensibilité que Romano fait venir au premier plan dans le 7e chapitre de l'appartenance au monde. J'essaie d'être rapide sur ce point, puisque l'auteur distingue un registre de sensibilité autocentrée ou pathique d'un registre allocentré ou gnosique. Le premier renvoie à la manière dont nous sommes affectés par le monde, lorsque nous éprouvons la soif ou la faim, la douleur ou le plaisir, les sensations kinesthésiques ou proprioceptives, nous nous sentons nous-mêmes de manière globale et nous sommes renvoyés à notre propre corps, à une sensibilité en première personne qui n'est en aucun cas une idée de la conscience, mais bien l'attestation de mon existence en tant que corporel, en tant que réalité du monde. Elle est à la base d'une délimitation de soi par rapport aux choses extérieures et circonscrit une intimité corporelle qui n'a rien du fait de conscience, mais tout de la caractéristique mondaine. Cette intimité et ces choses sont en effet deux dimensions d'un même champ phénoménal. La limite qui me distingue du monde en tant que corps vivant est en effet du monde et ne procède pas d'une clôture, et ne procède d'aucune clôture égologique. Si c'est la sensibilité allocentrée qui me livre des informations sur le monde, plutôt que sur moi, il ne reste donc pas moins que les deux sont complémentaires et travaillent de concert. J'éprouve mon corps comme étant au milieu du monde, en même temps que ce monde se donne à moi dans son extériorité. En tant que percevant, je me sens, on rappelait ce matin aussi la solidarité entre ces deux sensibilités, en tant que percevant, je me sens moi-même comme partie prenante de ce monde par mon corps. Alors, cette analyse qui porte sur la sensibilité du corps trouvera un prolongement dans le chapitre 8, qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui portera sur l'examen de la mobilité du corps, et permet de montrer que le corps est agent de mouvement sans qu'il faille concevoir ce mouvement comme un trait objectif du monde ou une représentation de la conscience. Il est plutôt le foyer de mes possibilités, un épicentre existentiel, point à mon sens qui te rapproche encore de Jan Patočka. De sorte que le sens d'une chose émerge à la confluence des capacités du sujet et de la tournure du monde. Les choses ont une signification pratique pour le sujet et sont donc mises en relation avec ses aptitudes, raison pour laquelle
son ouverture au monde suppose son appartenance corporelle à ce monde. Cependant, et j'en viens donc au cœur de ma question, même en supposant que le corps n'ait pas été thématisé plus tôt parce qu'il devait engager un renouvellement massif de sa phénoménologie, on pourrait s'étonner que cette nouvelle phénoménologie ne soit pas élaborée avec le désir apparent de s'articuler avec ce qu'il faudrait peut-être appeler la première phénoménologie de Romano, son herméneutique événementielle. En effet, la question du corps comme opérateur d'appartenance ne semble pas abordée sous un jour événementiel. Le corps ne semble pas être ce par quoi des possibilités nouvelles d'existence peuvent m'advenir, être le lieu d'un advenir requérant une forme de déprise, de désappropriation de soi fondamentale, de vacances. Certes, il est bel et bien ce par quoi les objets du monde peuvent avoir une signification vitale et pratique pour moi, ce par quoi je suis un être de capacité et d'aptitude, grâce auquel ces objets peuvent m'apparaître, mais la part événementielle de mon être ne semble pas décrite de manière à rendre compte comment mon corps peut se laisser affecter sensiblement par l'événement et donner lieu à l'émergence soudaine et imprévisible de noyaux de signification sensible suggérant des possibilités d'action inédites. La phénoménologie de la perception humaine implique bien le corps et semble s'accompagner d'une herméneutique événementielle élargissant notre expérience, mais sans que le lien entre notre dimension vivante ou corporelle et notre dimension événementielle soit pleinement explicité, peut-être au moyen d'une herméneutique événementielle du corps. Puisque Richard Kearney développe une herméneutique de la chair, pas forcément événementielle. Il est cependant tout à fait remarquable que Romano nous donne des indications précieuses, entre autres, dans les dernières pages de l'aventure temporelle, mais aussi dans Au cœur de la raison, sur la manière dont se relie sa première herméneutique événementielle et sa conception du monde, entendue non pas simplement comme totalité du perçu ou du perceptible, mais de l'expérimental. Après avoir rappelé comment la perception supposait des capacités, Romano signale donc que la sphère de l'expérience ne saurait se réduire à une compréhension étroite de la perception. Elle renvoie donc aussi à tout un ensemble de compétences qui renvoient elles-mêmes, en dernier ressort, à un choix à propos de nous-mêmes. Romano trouvant ainsi des accents sartriens, en dépit de sa critique à l'égard de Sartre. La compréhension est une de nos aptitudes les plus fondamentales, et elle s'exerce aussi à propos de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Ainsi, l'ouverture au monde en tant que nous lui appartenons, non pas simplement historiquement, ce qui semble être le premier sens donné par Romano au terme d'appartenance, mais également corporellement, aurait lieu par le moyen de ce choix de soi-même qui nous ouvre des possibilités existentielles propres. Mais s'il en va bien ainsi, doit-on considérer que le monde se donne à un sujet en tant que ce dernier possède des capacités? L'Iliade du monde ne se donnait-il pas plutôt à un sujet passible susceptible de renoncer à ses initiatives pour mieux se mettre en relation avec l'événement? Y aurait-il donc un hiatus entre une herméneutique événementielle qui conçoit le sujet comme passible, plutôt sans corps, et qui trouve la réalité du côté de l'événement, et un réalisme descriptif qui comprend le sujet comme capable, corporel, et trouvant la réalité depuis une expérience holistique de la perception? Y aurait-il un décalage entre le dépassement du cadre empirico-kantien qui s'opère d'abord en direction d'une expérience de l'événement, le terme que tu as forgé, et qui est ensuite dépassé en direction d'une expérience de caractère holistique impliquant le monde? Alors, tel ne semble toutefois pas être le cas pour Romano. Il n'y a pas ce hiatus, puisque la conclusion de l'aventure temporelle réfère explicitement l'acquisition de nos capacités, qui sont toujours relatives à la donation d'un monde, à une interprétation de soi-même qui demeure elle-même tributaire des événements, ce pourquoi le sujet demeure donc foncièrement passible, c'est-à-dire vulnérable à l'événement en tant qu'il est. Mais, et je conclus, la question ne se repose-t-elle donc pas à nouveau de savoir ce que doit être le corps pour que, par lui, le sujet soit susceptible, d'une part, d'être affecté par les événements, de recevoir ces noyaux de significativité imprévisibles, de s'ouvrir au monde en tant que celui-ci s'ouvre pour lui, d'autre part, de lui appartenir par le moyen de ses capacités concrètes et acquises. Sans cela, le risque n'est-il pas grand de se limiter à juxtaposer une philosophie de l'ouverture et de l'appartenance à l'herméneutique événementielle?
N'importe-t-il pas de montrer comment le corps de l'appartenance et de l'ouverture, le corps des capacités et des significations vitales, s'articule avec la subjectivité événementielle au sein de laquelle adviennent des possibilités concrètes impliquant aussi le corps. Ne pourrait-on pas ainsi conjoindre l'Ilia du monde, tel qu'il se donne à nous par l'événement, et par l'événement avant toute chose, de manière dynamique et originaire, avec la donation du monde au sein duquel se donnent les choses pour un sujet dont le corps est déjà armé de capacités. Mais formuler cette question, ce n'est peut-être pas, après tout, marcher à pas de colombe, mais au contraire, et comme je le craignais, avec ses gros sabots.